tout le monde. Déjà, je voulais remercier 50% de la salle d'être ici juste pour entendre parler d'Android Wear. Et puis, aux 50% restants, je voulais juste leur dire appréciez bien les fauteuils qui sont super confortables. Donc non, je suis venu pour vous parler aujourd'hui d'Android Wear. Et plus particulièrement, j'aimerais vous faire une introduction à Android Wear, aussi bien au niveau de l'ergonomie et de l'usage qu'au niveau développement. Donc je vais commencer rapidement par une petite introduction. Je me présente devant vous, je m'appelle Cyril Mottier. Donc vous pouvez me trouver sur Twitter, @CyrilMottier, ou sur mon site web, cyrilmottier.com, où je blogue régulièrement en fait, sur des sujets qui traitent souvent d'Android, mais plus particulièrement de tout ce qui est mobilité et de l'usage et des interfaces graphiques sur mobile. Donc je suis Google Developer Expert. Alors juste pour préciser rapidement, ça ne veut pas dire que je travaille chez Google. Ça veut juste dire que en fait, j'ai été promu par Google comme un expert sur une technologie Google, et en l'occurrence Android. Et donc, en étant GDE, je me dois aussi de vous donner un petit bémol ici, c'est-à-dire que tout ce que je vais dire ici ne sont vraiment que des paroles de quelqu'un qui n'est pas de chez Google, donc à ne pas forcément prendre comme une vérité qui pourrait être dite de la part de Google. Donc ça, c'est quelque chose que je fais sur mon temps personnel, mais d'un point de vue professionnel, je travaille dans une société qui s'appelle Capitaine Train. Donc je ne sais pas si quelqu'un, ou si la plupart d'entre vous, on connaît cette société, cette start-up basée à Paris. Qu'est-ce qu'on fait chez Capitaine Train? C'est assez simple. On essaie de révolutionner la façon dont les gens utilisent le train. Donc ça passe à la fois... c'est vraiment quelque chose qu'on fait de bout en bout. On commence bien sûr par une expérience d'achat améliorée, donc sur l'achat des billets de train, mais on va plus loin que ça en essayant de vous améliorer la vie lors de votre voyage, en présentant par exemple des informations utiles lors de votre voyage, et même après le voyage, si vous souhaitez récupérer des justificatifs de preuves d'achat que vous pouvez dont vous pouvez avoir besoin, par exemple, pour vous faire rembourser par votre entreprise. Et donc Capitaine Train, en fait, on est disponible depuis longtemps sur le web, parce que c'est notre première plateforme, c'est notre plateforme originelle. Mais plus récemment, et en fait, je suis tout simplement en charge de tous les projets Android chez Capitaine Train sur téléphone Android. On a également une application iPhone qui est disponible et qui est vraiment super sympa. Et bien évidemment, et plus récemment, sur Android Wear. Et donc en fait, c'est en ayant géré totalement le développement de cette application Android Wear, et c'est pour cette raison-là que je suis ici aujourd'hui, pour vous présenter en fait une sorte de retour d'expérience de la façon dont on a intégré l'application Android Wear, l'application Capitaine Train dans Android Wear. Donc cette application, elle est disponible, si vous souhaitez, simplement en téléchargeant l'application Capitaine Train sur le Play Store. Dès que vous l'installez sur votre téléphone et que vous disposez d'une montre, cette application elle est automatiquement poussée sur votre Android Wear. Donc on y reviendra un petit peu par la suite de stock pour comprendre un peu comment les applications s'installent. Mais avant de commencer, je voulais vraiment expliquer un petit peu d'où vient Android Wear. Pourquoi Google s'est mis à penser Android Wear, à mettre de l'Android sur des montres, et plus général, d'un point de vue plus général, sur ce qu'on pourrait dire des technologies métables en français, si je ne veux pas prendre d'anglicisme. Et en fait, c'est parti d'un constat assez simple. C'est que si on regarde une journée classique dans la vie de tous les jours pour un utilisateur lambda, avec un téléphone, on se rend compte qu'on vit notre vie, ce que j'ai appelé ici real life, et puis à un moment, on a besoin de regarder quelque chose sur son téléphone. Et lorsqu'on a besoin de regarder quelque chose sur son téléphone, ça passe d'abord par récupérer son téléphone. Alors, des fois, il est dans votre poche, mais des fois, il peut être dans la voiture, il peut être sur le bureau. C'est pas toujours facile de le récupérer. Donc, ce temps, déjà, est pas forcément optimal. Il peut être compressé. Et une fois que vous avez votre téléphone, vous commencez à utiliser votre téléphone. Donc, si par exemple, je souhaitais regarder un mail, je regarde mon mail, j'ouvre l'application email et je peux lire mon mail. Mais le problème du téléphone, c'est qu'il a un côté très distractif. Donc, dès que vous avez regardé votre mail, il y a forte chance que derrière, vous allez regarder aussi la revue d'un cinéma, une critique de cinéma, ou alors tout simplement un jeu. Et ce pattern, en fait, je fais ma vie, je recherche mon téléphone et j'utilise mon téléphone, mais il se reproduit tout au long de la journée. Et en fait, Android Wear vient ici essayer de compresser toutes ces phases de je cherche mon téléphone et j'utilise mon téléphone. En l'occurrence ici une montre.
Et en comprimant en fait toutes ces phases-là, ça permet tout simplement de donner de l'espace dans votre vie de tous les jours. Donc d'essayer de vous abstraire au maximum de toutes ces notions de récupération de l'information et plutôt simplement vous présenter l'information le plus facilement possible. Tout simplement parce qu'une montre, par exemple, vous n'avez pas à la chercher, elle est tout le temps normalement sur votre poignet. Et une fois que vous avez regardé l'application, la montre, elle permet vraiment de ne présenter que des infos minimales. Et donc vous n'allez pas être distrait à regarder une autre application. Donc vraiment, l'idée derrière Android Wear, c'est de favoriser ce qu'on pourrait appeler les interactions microscopiques en français. Donc essayez à chaque fois que vous pensez Android Wear de réduire les interactions au minimum. Un deuxième point à vraiment prendre en compte, c'est que Android Wear, c'est pas juste un téléphone réduit et qui est disponible tout le temps sur votre poignet. En fait, Android Wear, vous êtes je pense très coutumier du fait que sur téléphone ou sur tablette, on retrouve généralement cette grille d'apps avec des icônes en gris comme ça, et lorsque vous cliquez sur une icône, ça vous ouvre une app en plein écran, et lorsque vous utilisez cette application, eh bien vous êtes vraiment dans ce qu'on pourrait appeler un mode très contextuel dans lequel vous n'avez accès qu'à cette application. Et une fois que vous souhaitez changer d'application, vous retournez sur cette grille d'application et vous rouvrez une nouvelle application. Et en fait, essayer de transposer ce pattern de grille d'application, ça ne marche pas du tout sur Android Wear, parce que les interactions entre une montre et un téléphone ne sont pas du tout les mêmes. Donc vraiment, lorsque vous pensez Android Wear, essayez au maximum de ne pas transposer tous les paradigmes que vous connaissez déjà sur le téléphone ou la tablette directement sur la montre. Donc vraiment, l'idée ici, c'est de penser différemment. Alors ça, c'est quelque chose qui est, je crois maintenant, qui doit être potentiellement sous brevet, donc j'ai peut-être pas le droit de le dire, donc lisez plutôt ce qui est en bas à droite, or at least differently, qui est grammaticalement correct. Donc on va continuer sur les principes d'ergonomie d'Android Wear. En réfléchissant bien, donc en faisant ces slides, j'ai réfléchi beaucoup à tous ces principes et je pense qu'il y en a vraiment trois. Le premier, c'est le fait qu'une application Android Wear doit forcément et impérativement être contextuelle. Elle doit être aussi, alors là je vais avoir du mal à le dire en français, mais visible d'un coup d'œil. C'est quelque chose qu'on verra un peu, qu'on va étudier par la suite. Et ensuite, vous devez vous assurer que les interactions entre vous et la montre sont vraiment minimales, voire inexistantes. Donc qu'est-ce que ça veut dire contextuel? Alors là, ici, je vous ai présenté la météo de Lyon, parce que j'habite à Lyon et il fait beau, alors qu'à Nantes, il pleut. Donc globalement, la montre, qu'est-ce qu'elle m'affiche? Elle m'affiche quelque chose de très contextuel, parce que ce screenshot-là que j'ai pris ici, je l'ai pris lorsque je faisais mes slides et que j'étais à Lyon. Donc en fait, la montre, automatiquement, me montre une météo qui est contextuelle à où je me trouve, à savoir Lyon. Donc l'important dans la contextualité de l'information, c'est vraiment d'essayer de fournir juste la bonne information, juste au bon moment. Et pour ce faire, en fait, vous avez accès à plusieurs... si je voulais revenir juste là. Ce qui est assez marrant, c'est que par exemple, encore dans cette continuité de la contextualisation, hier soir, en fait, ma montre s'est mise à présenter la météo de Nantes parce qu'elle savait que je venais à Nantes en fait le lendemain. Donc c'est vraiment ça la contextualisation, c'est d'essayer de fournir l'information essentielle et propre à votre contexte, donc à savoir votre position géographique, votre calendrier, etc. Et donc toutes ces notions de contextualité peuvent être déterminées par beaucoup de capteurs et de bases de données que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Là, j'en ai trouvé quelques-unes. Par exemple, vous pouvez utiliser le temps, parce que de l'information en fonction de l'heure de la journée peut être totalement différente. Vous pouvez également utiliser les capteurs. On peut, par exemple, maintenant sur Android Wear, avoir des capteurs de battements de cœur. Donc si vous avez des battements de cœur assez importants, on peut imaginer que la personne est en train de courir. Surtout si vous commencez à mixer ça avec la position GPS qui commence à se déplacer de façon importante. Vous pouvez également utiliser les notions de calendrier. C'est ce que fait par exemple Google Now pour me dire que la météo, enfin me présenter la météo de Nantes, tout simplement parce que dans mon calendrier, elle sait que je vais à Nantes le lendemain. Des API ce qu'on appelle Activity Recognition. Donc ça, c'est des API qui sont disponibles dans les Google Play Services depuis 1 an maintenant et qui vous permettent tout simplement de récupérer l'état actuel
du déplacement de l'utilisateur. Donc ça veut dire vous pouvez déterminer si l'utilisateur est en train de marcher, s'il est en train de courir, s'il est en train de faire du vélo ou carrément de se déplacer en transport en commun ou en voiture. Il y a des notions d'identité, comme je disais, de position GPS qui peuvent être très utiles, et même aussi également vous pouvez baser votre information affichée en fonction des terminaux qui sont connectés autour du vôtre. Donc cette notion de contextualité, elle est vraiment très importante et elle doit forcément découler au moins un ou d'un mix de tous ces capteurs ici. Le deuxième point important, comme je disais, c'est le fait qu'une application Android Wear doit être visible d'un coup d'œil. Et là, pour présenter un peu ce principe-là, j'ai souhaité présenter Google Maps, où là j'ai commencé tout simplement un mode navigation. Et donc l'application Android Wear de Google Maps m'affiche quelque chose qui est, on peut le dire, vraiment compréhensible d'un coup d'œil. C'est je dois marcher pendant 150 mètres sur le cours Vuitton. Et mon heure d'arrivée prévue est à 12h24. Donc vraiment, en un coup d'œil, on doit, sur Android Wear, être capable de comprendre comment, l'information et ce qu'on doit faire. Et donc pour mieux présenter ça, j'ai voulu faire un autre écran. Donc ce que vous avez à droite, c'est Hangout, donc l'application Hangout sur Android Wear. Et ce que vous avez à gauche, c'est un Hangout que j'ai fait sur Photoshop, qui aurait pu être ce qu'on pourrait imaginer sur téléphone, par exemple, et qui contient en fait beaucoup plus d'informations. Si on commence à regarder un petit peu de ces informations-là, on se rend compte que sur l'écran de gauche, on a pas loin de 6 informations. Donc un titre, une photo avec le nom de la personne qui m'envoie ce message, ensuite un autre titre qui me permet de savoir que c'est envoyé à, ensuite une icône avec l'heure d'envoi de ce message, le message et même une icône de l'application qui me permet de savoir avec quelle application a envoyé ça. Et en fait, si on regarde ce qui se trouve actuellement en production sur l'application Hangout, il y a beaucoup moins d'informations. Et c'est très important parce que si on commence à imaginer qu'on est en déplacement comme ça, eh bien, essayez de regarder lequel est le plus lisible ou le plus facilement compréhensible en un coup d'œil, c'est clairement celui qui est à droite. Donc vraiment, il faut toujours penser ces écrans comme si vous étiez en mouvement, comme si vous étiez dans un environnement qui bouge beaucoup. Désolé si vous avez un peu la nausée après le repas, je vais arrêter le slide. Donc voilà, c'était vraiment ça qui est important, c'est de faire en sorte que votre application soit visible et compréhensible en un clin d'œil. Et le troisième point ergonomique qui est vraiment vital sur Android Wear, c'est de minimiser, voire complètement supprimer toutes les interactions qu'il pourrait y avoir entre vous et votre montre. Donc là, c'est Barack Obama qui m'appelle, ça c'était ce week-end. Et en fait, quand on regarde l'application téléphone, elle présente vraiment presque rien. Enfin, elle présente, encore une fois, elle est contextuelle. Enfin, elle présente glanceable, donc elle est visible d'un coup d'œil, pardon. Donc j'ai la photo du contact, Barack Obama. Et ensuite, elle permet que 2 actions. Soit je swipe de bas en haut pour répondre avec un SMS rapidement, soit je swipe de gauche à droite pour raccrocher à Barack Obama. Donc ça, c'est... on va passer, je vais raccrocher Barack, je l'appellerai ce week-end. Et ça, c'est très très important parce que il faut vraiment pas imaginer qu'une application Android Wear on peut interagir avec une application Android Wear de la même façon qu'on peut le faire avec une application téléphone ou une application tablette. Et le meilleur exemple de ça, c'est ici, j'ai essayé de reproduire l'application Calculette sur une montre. Mais donc là, ça marche plutôt pas mal quand on est à cette taille-là, mais en fait, il faut imaginer que c'est pas vraiment cette taille-là. Hein. Une montre, ça fait à peu près 1,5 pouce de large en diagonale. Donc lorsque vous essayez d'appuyer sur un chiffre ici, bon courage pour arriver sur le 2 ou le 3 ou le 4. Je pense que là, vous allez mettre plusieurs chiffres d'un coup. Donc, quand vous faites une application Android Wear, essayez toujours de favoriser les interactions, donc les swipes de droite à gauche, ou full screen swipe, ou alors des taps également full screen, parce que ça permet d'éviter tout simplement les interactions fausses. Vous pouvez également favoriser tout ce qu'on appelle les voice actions. Donc, en gros, vous pouvez parler à votre montre et puis dire je souhaite. Vous pouvez envoyer des commandes tout simplement par la voix. Alors, il y a quelques petites différences aussi. Donc, je parlais des grosses différences, donc la grille d'apps qui n'est pas présente sur Android Wear, mais il y a également quelques petites différences au niveau du lifecycle Android. Donc, je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui connaissent parfaitement Android ou qui ont au moins fait une application Android. Ok, donc il y a quelques personnes qui sont familiers avec le principe d'activity et notamment de cycle de vie de l'activity. Et donc sur mobile, lorsque vous mettez votre mobile en pause ou en sommeil,
vous retrouvez en général, lorsque vous, enfin c'est même pas en général, dès que vous rouvrez votre téléphone, vous arrivez exactement au même endroit où vous avez laissé l'application. En fait, sur Android Wear, c'est pas le cas. Donc dès que vous commencez à mettre en veille votre montre, vous allez forcément vous retrouver sur la home. Donc ça, c'est un petit décalage entre l'usage que vous pouvez avoir des applications sur le téléphone ou la tablette et l'usage que vous pouvez en avoir sur la montre. Donc quand vous développez une application Android Wear, pensez bien à ça. C'est pas une application qui est très immersive, contrairement à ce qu'on peut retrouver sur tablette. Une fois que l'utilisateur a mis sa montre en veille, il ne reviendra pas sur l'application directement, il faudra qu'il y rentre vraiment manuellement. Et enfin, il ne faut donc pas penser vraiment à une application comme une interface plein écran dans laquelle vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. À la place, il faut plutôt essayer de penser ça comme une ligne de carte dans une grille. Donc pour mieux expliquer ça, j'ai mis une petite animation où en fait ça représente vraiment ce que fait Android Wear. Donc en fait vous avez une ligne, enfin une colonne pardon, de cartes, et chaque carte représente, on pourrait dire, une application. Et chaque ligne peut ensuite, chaque carte pardon, peut être glissée horizontalement, et ce glissage horizontal peut révéler de nouvelles cartes. Donc là par exemple, si on descend, on va pas aller sur l'avion, mais donc dès qu'on va swiper sur l'avion de droite à gauche, on va pouvoir avoir plus d'informations par exemple sur cet avion. Et lorsque vous souhaitez simplement retirer une application, vous avez simplement à swiper de gauche à droite et la notification est supprimée, comme on vient de le voir là. Voilà, donc ça c'était vraiment la partie UX, donc ergonomie, où c'est vraiment important de ne pas juste transposer tout ce que vous savez faire sur téléphone et tablette sur Android Wear. Il faut vraiment repenser totalement l'interface. Le deuxième point, c'est plus un point technique, mais vraiment global, pour un peu mieux comprendre comment fonctionne Android Wear et l'écosystème Android Wear. Donc en fait, lorsque vous avez une montre, il ne faut vraiment pas oublier ça, c'est une règle générale, on a un OS par terminal. Vous n'avez pas un Android sur votre téléphone qui arrive à faire tourner du code sur la montre. Ça n'existe pas. En fait, on a vraiment un Android actuellement qui est KitKat sur la montre et un autre Android qui est complètement décorrélé sur le téléphone, actuellement Lollipop. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucun code partagé. Alors, quand je dis code partagé, ça ne veut pas dire vous ne pouvez pas partager une classe d'une appli à une autre. En vrai, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune exécution partagée. Donc si vous commencez à faire tourner, je sais pas, un thread sur votre montre, vous ne pourrez pas y accéder bien sûr de votre téléphone. Et ça veut dire également qu'il n'y a pas vraiment de ressources partagées. Dès que vous voulez partager des images ou des choses comme ça, en général, il faut forcément dupliquer en fait tout simplement ces ressources entre le téléphone et la montre. Et ça implique quoi? Bien sûr, ça implique que vous avez deux applications différentes et que vous avez une code base donc, qui est complètement différente. Donc là, vous commencez à me dire, ouais, mais ça veut dire que j'ai une montre, j'ai un téléphone, mais comment ils communiquent? Parce que là, on est en train de me dire qu'en fait, je dois refaire une application qui est totalement différente pour la montre et de celle qui est pour le téléphone. En vrai, vous pouvez communiquer bien sûr entre ces deux terminaux. Et ça se fait via les Google Play Services, donc qui est une librairie fournie par Google et qui va s'occuper automatiquement des transferts de data entre ce qu'on appellera plus tard des nodes, donc des nœuds dans le réseau. Et donc en général, souvent, un des nodes principaux, c'est le téléphone et un node secondaire étant plutôt une montre. Donc de façon interne, comment ça fonctionne? Google est assez discret là-dessus, sur la communication, tout simplement parce que ça peut être mis à jour totalement de façon invisible pour les utilisateurs. C'est vraiment un des objectifs de Google Play Services. Mais plus spécifiquement, en fait, ça tourne tout simplement, cette communication se fait via Bluetooth LE, donc Low Energy. Et la communication est assez bas niveau en vrai. Quand vous commencez à coder, vous pouvez envoyer simplement un espèce de blob de data. Donc il ne faut pas imaginer faire du HTTP sur une montre, tout simplement parce qu'une montre n'a pas Internet. Donc il faudrait faire du HTTP entre la montre et le téléphone, et ensuite le téléphone forwarderait tous ses calls HTTP directement sur Internet. Donc globalement, il faut vraiment penser ça comme de l'information très bas niveau, donc plutôt un espèce de un arrêt de byte. Voilà. Et enfin, au niveau du Play Store, comment ça se passe? En fait, il n'y a pas de Play Store sur Android Wear. Donc vous allez me dire, comment je fais pour installer des applications?
Alors, vous pouvez en fait installer des applications, mais ça ne se passe pas de la même façon. Encore une fois, le paradigme est totalement différent. Et donc, ça ne se passe pas du tout de la même façon que quand vous souhaitez installer une application sur votre téléphone. En vrai, ça passe par ce que je pourrais appeler de l'inception d'APK. Vous avez un APK dans un APK, c'est des poupées russes, quoi. Il n'y a qu'une poupée russe dans une autre, mais globalement, vous avez un APK dans lequel est contenu un autre APK qui est l'APK de la montre. Donc si je fais un petit graphique, voilà comment ça se passe. Je vous souhaitais par exemple télécharger Capitaine Train sur le Play Store. Bien, vous allez télécharger l'APK directement du Play Store sur votre téléphone, et le téléphone va s'occuper automatiquement de pousser l'APK pour la montre s'il y a une montre connectée à ce téléphone. Et donc juste par cette procédure, donc en faisant simplement un download, un téléchargement sur le Play Store, vous retrouvez en fait l'application à la fois sur votre montre et à la fois sur votre téléphone. Et c'est pas forcément, et c'est même jamais la même application. Là on voit bien qu'il y a deux APK différents, celui qui est en orange qui est dédié simplement à la montre, et puis celui qui est en blanc qui est dédié simplement au téléphone ou aux tablettes. Voilà, donc là je crois que j'ai fait un bon tour d'horizon de l'ergonomie et du fonctionnement général d'Android Wear. Et puis maintenant, je voudrais continuer un petit peu sur comment on peut développer. En fait, il y a deux façons de développer sur Android Wear. Donc si vous avez déjà une application, le plus simple pour vous de rendre votre application compatible Android Wear, c'est d'utiliser les notifications. Sinon, vous pouvez tout simplement créer une application totalement custom. Et donc ça, c'est tout à fait possible. Donc comme je disais, si votre application utilise déjà les notifications, en fait, vous n'avez presque rien à faire. Enfin, rien à faire, pardon. En vrai, c'est plutôt presque rien. Parce qu'il s'avère que les notifications que vous avez déclenchées automatiquement sur votre téléphone seront forcément et automatiquement transférées sur votre montre et seront synchronisées avec votre montre. Donc ça, c'est le système qui s'occupe de ça. Et en fait, quand on réfléchit bien, c'est assez logique parce qu'on parlait de la contextualité, du fait que ça soit visible en un clin d'œil et qu'il y ait très peu d'interaction. Et en fait, ces trois principes d'ergonomie, on les retrouve dans une chose sur le téléphone, c'est les notifications. Donc c'est assez logique de transposer ces notifications automatiquement sur la montre. Donc si vous avez déjà les notifications dans votre application, vous avez sûrement un code qui ressemble un peu à ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je crée un intent pour aller sur une activité de détail. Je crée un pending intent, donc qui est un intent à lancer plus tard, dans le futur, à partir de cet intent. Et ensuite, je commence à construire ma notification. Donc là, j'ai utilisé le notification_compat.builder, dans lequel je lui donne l'icône de l'application, je lui passe le titre et l'intent, ou le pending intent que j'ai construit un peu plus haut. Et puis ensuite, parce que j'ai envie de mettre pas mal de texte dans ma notification, eh bien j'utilise un big text style et je passe la description tout simplement du voyage. Et puis une fois que cette notification est prête, je la passe au Notification Manager qui s'occupe de l'afficher dans le Notification Tray ou dans la barre de notification de votre téléphone. Et voilà à quoi ça ressemble sur votre téléphone. Enfin, en tout cas, à gauche, vous retrouvez ce que vous pouvez voir actuellement, par exemple, sur l'application Capitaine Train, avec une notification qui affiche des informations sur le voyage à venir, à savoir les gares de départ, les gares d'arrivée, les passagers, le train et le placement dans le train. Et puis automatiquement, comme je le disais, le système va s'occuper de pousser cette notification à toute montre connectée. Et donc on retrouve la même notification dans un écran un peu plus petit. Donc ça c'est assez pratique, mais comme je le disais, c'est automatique, mais faut pas hésiter à aller un petit peu plus loin, parce que là on se retrouve avec un fond vert qui est en fait un fond calculé automatiquement en fonction des couleurs dominantes de l'icône. Est-ce que ça serait pas mieux de mettre une image par exemple derrière? En fait, vous pouvez faire des choses qui sont spécifiques uniquement à la montre. Et ça, c'est grâce à une classe qui est disponible dans l'Android Support Library, qui s'appelle Wearable Extender. Et donc là, en fait, vous allez continuer à garder le code que vous aviez sur votre téléphone, à créer la notification, mais vous allez étendre cette notification avec un Wearable Extender. Donc là, ici, ce que je fais, c'est tout simplement, je récupère une bitmap, donc une représentation d'une image que j'ai dans mes ressources, et qui représente ici la gare d'arrivée, parce que c'est quelque chose qui doit être très contextuel, encore une fois. Ça serait un peu dommage d'afficher juste un train, autant présenter une image de la ville où on va, comme ça l'utilisateur en un clin d'œil peut comprendre que son train va à Paris. Et j'étends ma notification avec ce Wearable Extender, auquel j'ai modifié l'arrière-plan, le background. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très facile à faire. Dès que vous avez une application qui a déjà des notifications, vous utilisez Wearable Extender
et ces mises en avant, enfin, ces améliorations qui sont juste dédiées à la montre seront automatiquement poussées et gérées uniquement par la montre. Vous avez également des notions qu'on ne trouve même pas sur téléphone, par exemple les piles. Donc vous pouvez en fait dire j'ai plusieurs notifications d'une même application, par exemple ici j'ai mail, donc je peux avoir une notification par mail. C'est dommage d'avoir 15 notifications parce que ça veut dire que l'utilisateur va devoir scroller 15 fois pour avoir les 15 mails. En fait vous pouvez tout simplement dire à telle ou telle notification qu'elle appartient à un groupe en utilisant la méthode setGroup qui prend une string. Et lorsque vous passez ce group et que plusieurs notifications appartiennent au même groupe, automatiquement, la montre va s'occuper de les empiler les unes sur les autres en affichant ici, par exemple, plus 5. Et donc, dans ce groupe, vous pouvez dire, vous pouvez déjà les ordonner grâce à la méthode setSortKey. Et vous pouvez également dire que dans le groupe de notifications, une notification présente toutes les autres. Donc en gros, c'est le sommaire ou le résumé de toutes les autres applications, de toutes les autres notifications. Et ça se fait grâce à la méthode setGroupSummary. Et une autre notion qui est assez intéressante sur Android Wear, c'est les notions de page. Comme je disais, l'écran d'une montre, c'est pas très grand, donc des fois, ça peut être intéressant de vouloir dupliquer ou de déplacer de l'information d'une page à une autre. Et donc, vous pouvez le faire en utilisant la méthode addPage, qui prend une autre notification et donc qui va étendre une notification existante avec une autre notification qui va s'afficher sous une forme de page. Et là, en fait, pour le voir ici, il suffit de regarder, on retrouve bien ce qu'on appelle les page indicators en bas, et on a plusieurs pages, en fait, une page par nouvelle notification qui est ajoutée. Et enfin, comme je le disais un petit peu au début de ma conférence, c'est possible de faire des interactions par la voix entre vous et avec votre montre. Et donc pour ce faire, il suffit simplement d'utiliser le remote input. Alors remote input, par défaut, il va juste prendre le texte que vous dites, pardon. Mais vous pouvez également forcer le remote input à un ensemble de valeurs finies. Donc, par exemple, oui et non. Si vous souhaitez simplement que l'utilisateur puisse dire oui et non, vous dites remote input, je n'autorise que oui et non dans cette langue. Et en fait, le remote input va simplement vous envoyer oui ou non. Ce qui est assez pratique pour répondre à des questions qui sont souvent qui demandent juste une réponse de type oui ou non. Donc tout ça c'est cool, on peut vraiment faire plein de choses avec les notifications, c'est vraiment la première chose qu'il faut faire. Mais il s'avère en fait que certaines fois les notifications ne permettent pas d'aller là où on veut aller ou ne permettent pas de faire tout ce qu'on veut faire. Et ça a été le cas notamment pour Capitaine Train. Et c'est pour ça qu'on a dû partir sur l'autre voie qui est de créer une application totalement dédiée à la montre. Et la raison pour ça, c'est qu'on souhaitait avoir une apparence d'application sur la montre qui soit vraiment l'information affichée sur la montre de façon totalement différente à ce qu'on pouvait déjà avoir sur le téléphone sans modifier le téléphone. Donc en fait, il y avait 3 points qu'on ne pouvait pas résoudre avec les notifications telles qu'elles sont implémentées actuellement dans Android Wear. C'était que premièrement, on ne voulait pas modifier la notification qui était affichée sur le téléphone. Et en fait, de base, la notification qui est affichée sur la montre est exactement la même que celle qui est sur le téléphone, mais nous on trouvait qu'il y avait beaucoup trop de texte là. Si vous regardez la notification, il y a à peu près 3 écrans de scroll, c'est beaucoup trop. Nous on voulait juste un écran comme on peut voir à droite, qui donnait la gare de départ, la gare d'arrivée, la date de départ, enfin l'heure de départ, même pas la date, et le placement dans le train. Et puis une autre contrainte qu'on avait, et qui est très très métier, c'est que pour afficher ce petit code là, vous devez le faire en fait en forçant la montre à rester allumée. Parce que si vous présentez votre bras au contrôleur et que l'écran s'éteint, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Et la troisième contrainte, c'est aussi que vous devez augmenter la luminosité au maximum pour permettre le scan de façon la plus simple possible et la plus sûre possible. Donc on était obligé de partir sur une application totalement custom pour Android Wear. Alors quand on a commencé tout ça, en fait, on est arrivé vite à une conclusion assez simple, c'est que les applications sur Wearable sont en fait fondamentalement les mêmes que celles que vous pouvez avoir sur téléphone. Donc si vous savez faire de l'Android sur un téléphone ou une tablette, vous inquiétez pas, vous saurez faire aussi de l'Android sur une montre. Encore une fois, comme je disais, c'est le même OS, c'est Android, un petit peu épuré, mais c'est Android. Quand je dis épuré, en fait, c'est qu'il y a quelques
packages qui ne sont pas supportés, tout simplement. WebKit, donc vous ne pouvez pas faire vraiment du web sur une montre, ça n'a pas trop de sens. Toutes les notions de print, donc quand vous souhaitez imprimer l'écran que vous avez sur votre montre, ça n'a pas trop de sens non plus. Le backup, les widgets, parce qu'on n'a pas de launcher. Et puis enfin, toutes les choses qui se rapportent à l'USB, parce qu'une montre n'a pas d'USB. Voilà, donc une fois que vous avez un peu compris tout ça, et que normalement, ces API-là ne sont pas vraiment nécessaires pour vous, vous avez accès à tout le reste. Donc tout ce que vous connaissez d'Android est disponible sur Android Wear. Donc je parlais un petit peu en amont de la communication entre le téléphone et les montres. En fait, il y a 3 API qui vous sont fournis par Google Play Services. Ces 3 API, la première, c'est Node API. Donc Node API, elle sert à quoi? Elle sert à reconnaître les nœuds qui sont disponibles dans le réseau. Donc globalement, je peux découvrir des nouveaux nœuds sur le réseau. On peut imaginer qu'il y ait 3 montres. Ben, je vais pouvoir savoir que telle montre a tel identifiant, qu'une autre montre a un autre identifiant. Et donc je vais pouvoir créer un espèce de réseau d'Android juste grâce à cette API, avoir une connaissance de ce réseau. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la Message API. Donc la Message API, c'est simplement vous envoyer un message et vous n'écoutez pas le retour. Donc vous ne savez même pas si ce message a été reçu correctement par la montre ou pas. C'est vraiment du fire and forget. Vous envoyez un message et vous priez ou vous croisez les doigts pour que ça soit reçu par la montre. Donc c'est intéressant quand vous avez, je dirais plutôt du temps réel à faire entre le téléphone et la montre. Mais globalement, c'est assez gênant de ne pas avoir de retour du système. Parce que des fois, ça peut être important que ce message soit vraiment et effectivement reçu par la montre. Et donc dans ces cas-là, où vous devez vraiment avoir une synchronisation entre les données que vous avez sur votre téléphone et sur votre montre, il faut tout simplement plutôt privilégier la Data API. Donc la Data API, c'est tout simplement une API qui ressemble beaucoup à la Message API, où vous envoyez des blobs de données au système, et le système va s'occuper de synchroniser ces blobs de données sur tous les nœuds du réseau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le nœud n'est pas présent, le système va attendre, et une fois que le nœud devient présent, il va pousser l'information à ce nœud-là. Donc c'est assez pratique, parce que le matin, par exemple, si vous faites une application pour envoyer la météo, vous envoyez la météo du matin, la montre n'est pas encore allumée, dès que vous allumez la montre, le système va pusher cette information sur la montre une fois qu'elle sera allumée. Et donc nous, chez Capitaine Train, c'est ce qu'on a utilisé en fait, parce qu'on souhaitait vraiment avoir une synchronisation entre le téléphone et la montre, et c'est ce qui nous paraissait le plus simple. Donc voilà comment on a modifié l'application pour faire en sorte que la communication entre le téléphone et la montre se passe bien, et surtout qu'on ait une notification qui soit vraiment très dédiée à la montre, avec une apparence très montre, et encore une fois avec de la contextualité, du visible en un coup d'œil et de la peu d'interaction. Donc la première chose qu'on a fait, c'est tout simplement dire au système, maintenant arrête de dupliquer les notifications qu'il y a sur mon téléphone sur ma montre. Je vais m'occuper tout simplement moi-même de pousser ces notifications, donc arrête de me les dupliquer. Et donc pour faire cela, il suffit tout simplement de dire au système avec le flag setLocalOnly que la notification doit être affichée uniquement sur ce nœud du réseau. En l'occurrence ici le téléphone, parce que comme j'ai présenté, donc handheld, c'est ce qu'on appelle en fait le terminal pris en main, quoi. Et donc dans ce code-là, c'est vraiment qu'une ligne. Vous dites au système, cette notification doit être uniquement disponible et visible sur ce terminal. Et ensuite, l'idée, c'est tout simplement maintenant qu'on a dit au système de ne pas dupliquer la notification automatiquement sur la montre, c'est tout simplement de faire en sorte de pousser l'information nécessaire à la montre pour afficher la notification. Et donc ça, comme je disais, ça passe par les Play Services. Et pour faire les Play Services, vous devez créer ce qu'on appelle un Google API Client. Donc il y a un builder pour ça, vous créez un nouveau builder de Google API Client, vous lui dites que vous allez utiliser l'API Wearable, donc en passant la wearable.api, et puis ensuite, c'est quelque chose qui est assez qui découle, qui a du sens quand vous faites beaucoup de Play Services. Vous devez passer à un Connection Failed Listener et un Connection Callbacks. Et dans ces Connection Callbacks et Connection Failed Listener, vous devez faire du travail. Donc là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé les deux. Je connecte mon client, et une fois que je suis connecté, je vais être appelé dans ma méthode onConnected, qui est en bas, où on peut retrouver le to-do. S'il y a des erreurs, là, je laisse en exercice à l'audience de l'implémentation des méthodes d'erreur.
Et donc maintenant, on va partir sur le unconnected. Donc une fois que je suis connecté au Play Services, maintenant j'ai un canal de connexion entre le téléphone et entre mon application et les Play Services. Donc je vais pouvoir pousser l'information nécessaire à la montre pour afficher la notification. Et donc ça se fait avec des notions de data map. Et en l'occurrence, là, ce que je souhaite faire, c'est d'ajouter une data map. Donc je vais faire une nouvelle put data map request qui prend, ici vous pouvez le voir, un /show reminder /travel. En fait, ça c'est une URI, donc un peu à l'instar de ce que vous pourrez trouver sur Android, les URI. Donc c'est vraiment une URI de la même façon. Donc c'est un espèce de chemin vers une ressource. Donc ici, mon chemin c'est show reminder /travel. Et donc je crée une nouvelle data map qui est une espèce de hashmap ou de map plutôt, un ensemble de clés-valeurs où les clés sont des strings et les valeurs peuvent être un type de Java. Donc là, je vais passer toutes les informations dont j'ai besoin, donc à savoir la gare de départ, la gare d'arrivée, les informations du code barre pour pouvoir l'afficher directement sur la montre. Et une fois que j'ai construit tout ce data map, donc, je vais pouvoir le pousser enfin à la montre. Et donc ça se passe tout simplement en utilisant la data API, comme je l'ai dit, où vous faites put data item en passant le Google API Client, et puis vous passez la request que vous avez créée juste au-dessus. Et vous pouvez même écouter, puisque comme je le disais, la data API a l'avantage de pouvoir être écouté, et donc savoir si vraiment le message a été reçu de l'autre côté, donc sur la montre. Et donc vous pouvez écouter en utilisant une result callback. S'il y a problème, vous pouvez aussi gérer les erreurs. Donc maintenant que j'ai envoyé le message, le téléphone a fini son travail. Il peut afficher sa notification, et pour lui c'est fini. En fait, le travail de l'autre côté, maintenant, ça va être au niveau de la montre. Ça va être d'écouter ces messages qui sont envoyés par le téléphone, qui me demandent d'afficher un rappel de voyage. Et donc ça se passe dans un service qui est un petit peu particulier, qui s'appelle un Wearable Listener Service. Donc là, vous voyez que mon Reminder Receiver Service, il hérite de Wearable Listener Service. Donc ça, c'est un service qui est fourni automatiquement aussi dans les Google Play Services, et qui a l'avantage d'être... qui a plus que l'avantage, vous devez l'utiliser tout simplement si vous souhaitez que votre application soit réveillée dès lors qu'un nouveau data item pour votre application est disponible. Donc, vous l'enregistrez au niveau de votre Android manifeste, et le système va vous réveiller dès qu'il y a des informations à synchroniser entre votre téléphone et votre montre. Et il va vous appeler dans une méthode qui s'appelle onDataChanged, qui prend un data event buffer. Pourquoi un buffer? Parce que tout simplement, le système peut avoir accumulé plusieurs data maps, et donc vous allez devoir lire tous ces plusieurs data events, et vous allez devoir lire tous ces data events les uns après les autres pour pouvoir vous resynchroniser par rapport au reste du network, du réseau. Donc qu'est-ce que je fais ici? Bon, le code est assez simple, hein, je regarde tous les data events de mon buffer, et puis je regarde leur type. Donc si c'est un type change, j'appelle la méthode changed, onDataEventChanged, et si c'est un type deleted, j'appelle ma méthode onDataEventDeleted. Et ensuite, j'implémente ces deux méthodes. Donc la première méthode, c'est onDataEventChange. Donc globalement, ça veut dire qu'une nouvelle notification doit être affichée par la montre, parce que le téléphone m'a demandé de l'afficher. Tout simplement, qu'est-ce que je fais? C'est que je regarde l'URI de cette notification. Donc comme vous vous rappelez, c'était /showReminder/travel. Et donc si c'est showReminder, ça veut dire que je dois afficher une notification. Donc je récupère l'ID qui est le /travel, je récupère toutes les informations qui avaient été mises dans le data map, et puis enfin, grâce à ces informations-là, je vais pouvoir construire une notification qui est, encore une fois, set local only, donc qui est dédiée uniquement à la montre. Et une fois que cette notification est construite, je l'affiche, je demande au Notification Manager de l'afficher. Puis la deuxième partie qui est assez intéressante et que vous devez faire vous-même parce que vous n'utilisez plus les notifications du système de base, c'est que vous devez gérer la synchronisation entre les deux notifications. Donc à savoir si sur le téléphone je supprime une notification de rappel de train, vous voulez également que ça soit supprimé sur la montre, et inversement. Et tout ça, ça se fait grâce au onDataEventDeleted. Donc une fois qu'un data item est supprimé sur la montre ou sur le téléphone, vous allez recevoir sur l'autre terminal un événement deleted. Et donc là, vous regardez de la même façon l'URI. Si c'est showReminder, donc là on est en train de supprimer un reminder, et vous demandez au Notification Manager d'annuler cette notification. Voilà, donc en fait là, on a vraiment fait tout le processus que fait le système de façon automatique, juste pour pouvoir afficher notre propre notification. Et puis bien sûr pour pouvoir afficher quelque chose en full screen et en conservant l'écran toujours allumé et en luminosité maximale. Donc là on a une application Wear. Maintenant le problème c'est de la packager directement dans l'application mobile.
Ça se fait assez simplement si vous utilisez Gradle, et ce que j'espère que vous faites sur Android. C'est juste une ligne de code. En fait, quand vous regardez votre build.gradle, vous avez tout un DSL Android, mais vous avez également des dépendances. Et dans ces dépendances, vous rajoutez simplement une ligne. Vous dites where app. Donc j'ai une dépendance sur une where app, et donc le projet de cette where app, c'est .wearable. Donc c'est en fait le nom du dossier, qui est au même niveau que l'application. Et donc en faisant ça, automatiquement le système va s'occuper de compiler la wearable app avant même de compiler la handheld app. Et une fois que cette application est que les deux applications sont compilées, il va packager le wearable APK directement dans votre APK pour le Play Store, qui va pouvoir être directement publié sur le Google Play Store. Voilà, donc pour vraiment résumer, quand vous faites une application Android Wear, il faut vraiment garder ça en tête, il faut repartir de zéro. Essayez pas de transposer l'existant, prenez vraiment une feuille blanche et repartez de zéro en repensant totalement l'ergonomie et repensez totalement, partez vraiment sur un nouveau processus de design. Ensuite, essayez de vraiment réfléchir en mode carte. Les applications sont totalement possibles sur Android Wear, mais essayez plutôt de coller à l'interface ou à l'ergonomique qui existe déjà sur les montres, en pensant carte. Donc, comme je le disais, une espèce de grille de carte. Vous êtes tout simplement une ligne dans cette grille de carte. Et puis enfin, on en parle tout le temps, et c'est quelque chose qui est récurrent sur mobile, mais je crois que ça l'est encore plus sur la montre, ou Android Wear en général. Vraiment essayer de garder la simplicité à l'esprit, parce que c'est ce qui va rendre votre application encore plus facile et agréable à utiliser. Donc les interactions globalement les interactions sur montre doivent être aussi rudimentaires que le device l'est en fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vous écoute. Attendre le micro. Bonjour. 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 Du coup, moi j'avais une question vis-à-vis des notifications depuis l'Android Wear, puisque sur ta classe, sur l'Android Wear, tu as mis aussi cette local only. Ouais. Du coup, est-ce que ça serait possible de créer une notification pour le device, par exemple battement de cœur ou quelque chose qui notifie sur le device une application et qui te permet de lancer directement une activité sur ton téléphone? Alors en fait je l'ai mis juste pour être propre, mais en vrai ça sert à rien parce qu'il n'y a rien sur la montre qui va pousser, synchroniser les notifications de la montre directement sur le téléphone. En fait je dis vraiment que Android Wear c'est des nodes, donc ils sont tous un peu comme Git, donc c'est vraiment un système décentralisé où il n'y a aucun serveur. En vrai il s'avère que le téléphone fait office de serveur parce que c'est lui qui a le plus de possibilités, il a accès à Internet, il a accès à toutes vos informations, etc. Donc c'est lui qui va en fait être on va dire, le master dans toute cette grille de slave et qui va pousser les informations qui sont reçues sur le téléphone automatiquement à tous les nodes connectés. Donc en fait le set local only il sert à rien sur la montre parce qu'il n'y a rien qui au niveau système pousse les notifications sur les autres nodes. Ok, du coup là moi ma question c'était comment tu ferais toi si par exemple tu devais capter un sensor qui est sur ta montre, par exemple le battement du cœur ou quelque chose, pour notifier ton application téléphone. Ça s'enregistre depuis le téléphone du coup sur la montre. Alors ça c'est possible. Par exemple le téléphone n'a pas de capteur de heartbeat. Donc en fait ça c'est possible tout simplement en utilisant soit la data API. Donc ça dépend si tu veux l'afficher de façon notification ou si c'est simplement envoyer la data au téléphone pour qu'il puisse en faire quelque chose. Donc soit la notification, elle est... Ça serait vraiment par exemple à un moment ton pouls est plus important qu'à un autre et du coup ce serait vraiment notifier ce contexte-là particulier, vu qu'on a beaucoup parlé du fait que ça fallait que ça soit vraiment contextuel, si c'est possible de notifier le téléphone de ce contexte-là particulier. C'est possible en fait. En fait c'est voir tout ce qu'on a fait pour Capitaine Train mais dans l'autre sens, puisque c'est la montre qui a le capteur de battement de cœur. Dès lors qu'elle a un battement de cœur significatif, eh bien c'est de réveiller l'application qui est disponible sur le téléphone, et c'est cette application qui va afficher une notification par exemple. Donc c'est vraiment le même travail mais à l'envers, c'est-à-dire que le Wearable Listener Service il est au niveau du téléphone et c'est la montre qui pousse l'information au téléphone. Voilà. Merci. Oui, juste devant, deuxième rang.
Juste du coup, au niveau des projets, est-ce qu'il y a vraiment deux projets différents du coup, un projet mobile et un projet je me doutais que oui, il y a deux projets, ouais. Il y a vraiment, comme je disais, il y a deux code bases, donc vraiment deux projets. Un projet pour ce que j'appelle handheld, donc tout ce qui est tenue main, et tout ce qui est wearable. D'accord. Et donc, du coup, la liaison se fait sur ce que vous avez expliqué à la fin là. Play Services. Exactement. D'accord. Via les data API, Message API. Alors après, la question c'est souvent comment je peux partager quand même du code, parce que j'ai pas envie d'avoir, je sais pas, une classe utilitaire genre string utils que vous avez dans votre téléphone et que vous voulez également avoir sur la montre. Bah, ça en fait c'est possible en faisant un troisième projet qui va être sous forme de library project. En fait, Android permet ça, d'avoir des projets qui sont considérés comme des librairies et qui vont être tout simplement dupliqués entre le wearable et le handheld. Voilà. Okay. Et ça, c'est vraiment très, très facile à faire avec Gradle notamment, parce que c'est juste une ligne de code dans chaque truc, quoi. La dépendance va être sur il y aura deux dépendances, bien sûr, dans l'application wearable, il y aura une dépendance sur le projet librairie. Pareil dans l'application phone, et puis toujours dans l'application phone, il y aura toujours une dépendance sur l'application wearable, parce que c'est l'APK, il doit être bundlé dedans. Ok, merci. Oui, bon, ça va. Moi j'avais une question sur le type de device, enfin le type de montre en fait qu'on peut avoir. Comment est-ce qu'on gère la forme de l'écran? Est-ce que c'est facilement gérable? Parce que là je voyais par exemple le QR code sur Capitaine Train, sur un écran rond. On le gère, c'est le rectangle inscrit dans le cercle. En fait c'est un problème. Donc je n'ai pas parlé de vraiment toute la UI, oui, donc il y a plusieurs form factors. Globalement on a beaucoup d'écrans carrés et on a des écrans ronds qui commencent à apparaître avec la Moto 360 ou la LGR. Android en fait est pas vraiment conçu pour gérer des écrans ronds. Par contre en fait il y a une autre librairie qui s'appelle la Support UI, Wearable UI Library, donc il y a un peu une espèce de support library, un peu ce que vous trouvez à l'instar sur mobile, et qui fournit plusieurs classes, dont une qui s'appelle Box Inset Layout. Donc ça va être un layout qui va tout simplement s'inscrire dans le rectangle. Donc dans le cercle, pardon. Donc ça va être le rectangle inscrit dans le cercle et dans lequel vous pouvez afficher votre contenu. Donc ça c'est assez sympa parce que ça vous permet de vous assurer qu'il n'y aura jamais du contenu qui est coupé par un cercle, enfin un bord de l'écran. Par contre ça veut dire que c'est pas possible actuellement par exemple d'afficher du texte qui va complètement suivre les bords de l'écran. Voilà, ça j'espère que ça arrivera. Pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour et c'est pas possible avec les composants du framework. Mais encore une fois, si je privilégie les notifications, c'est parce que les notifications gèrent automatiquement tout ça. Donc dès lors que vous faites l'appli en mode notification, vous n'avez rien à faire parce que c'est le système qui s'occupe d'afficher le texte vraiment à l'intérieur de l'écran. Mais du coup, de manière programmatique, en fait, est-ce qu'on a un moyen de récupérer une information du type est-ce que c'est un écran rond, oui. Donc, est-ce qu'on peut imaginer construire ces layouts on peut tout à fait. Par exemple, dans Capitaine Train, ce que j'ai fait. En fait, au niveau des vues, vous avez ce qu'on appelle les window inset. Donc, en gros, il va dire l'écran, c'est le rectangle qui inscrit le cercle. Mais si vous voulez vraiment afficher que du contenu toujours visible, il y a des insets en haut, en bas, enfin à droite, à gauche. Et c'est avec ces insets-là que vous pouvez inscrire votre contenu dans le cercle. Voilà. Merci. Par contre, il n'y a aucune information à ma connaissance qui permet de savoir que, par exemple, c'est un écran rond coupé en bas, genre la 360, quoi. Bonjour. Oui, bonjour. Donc tu disais que le plus simple c'était d'utiliser les notifications pour faire une appware. Mais est-ce qu'il est possible de customiser la notification, enfin le contenu de la notification pour le wearable? C'est-à-dire, non, voilà, le texte qui s'affiche, en tout cas, la première notification qui va s'afficher, ça sera la même entre le téléphone et la montre. Après, il est possible, comme je le montrais, d'afficher notion de pile, notion de page, etc., qui sont en fait pas du tout disponibles sur le téléphone. Donc ça va permettre de rendre la notification un peu spécifique à la montre. Par contre, la première notification, elle est forcément similaire à celle que vous trouvez sur... D'accord, donc on peut customiser le style, mais pas le contenu, quoi. C'est ça. Ok. Bonjour et puis merci déjà pour la présentation. Merci. Je voulais savoir, durant toute la présentation, au niveau des wearables, on a parlé que des montres. Est-ce qu'il est prévu d'autres je peux pas parler pour Google là-dessus, mais quand on regarde le framework, en fait, on se rend compte que c'est pas du tout dédié juste aux montres. Hein. C'est vraiment une adaptation
pour les terminaux mettables, encore, hein, si j'utilise le mot français. Donc on pourrait imaginer avoir Android Wear, je sais pas, dans les lentilles de contact là, qui regardent le glucose, dans des vêtements, etc. Bon, après on a des problèmes de performance, etc. parce que ça demande quand même des terminaux qui ont pas loin de 4 Go de RAM, etc. Enfin 1 Go de RAM, pardon, mais on peut imaginer que Android Wear soit transposé sur d'autres terminaux que des montres, quoi. D'accord. Assez facilement d'ailleurs. C'est vraiment, faut les voir. Android Wear, c'est vraiment pensé comme un réseau, un nœud dans le réseau. Donc ça peut être tout type de nœud, quoi. Et s'abstraire totalement de l'hardware. Il y aura une question. Je rebondis sur cette question. Les glaces n'utilisent pas du tout Wear. C'est une conf, c'est plus une... Enfin, pardon, c'était un débat, plus une conf. Oui, pardon, oui, j'ai oublié totalement les glaces, en fait. Bon, actuellement, je crois que c'est pas encore le cas. Ils travaillent vraiment activement dessus. Mais l'objectif, c'est vraiment de fusionner Android. D'accord, ils veulent mettre Wear sur glace et sur... ouais. Okay. En tout cas, le SDK sera totalement le même. Hein. L'objectif à terme, c'est ça. Ouais, donc les notifications qu'on trouve sur la montre, on les retrouvera également sur les glaces. Très bonne remarque. Plus d'autres questions? Ah, si, juste derrière là-bas, à gauche. Quelqu'un qui dort? Non, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Du coup, je me demandais comment on fait pour tester sur le device. Du coup, est-ce que c'est relativement simple? Est-ce qu'on peut faire du debug à distance comme sur téléphone? Voilà. Alors, c'est possible de faire du debug à distance. C'est même des fois, on n'a pas le choix. Par exemple, sur la Moto 360 qui n'a pas du tout de connecteur USB, on se retrouve obligé de devoir en fait, d'utiliser le téléphone comme proxy entre l'ordinateur et la montre. En fait, vous allez pousser un APK via le téléphone sur la montre en utilisant le Bluetooth LE. Donc ça, c'est possible. Ça utilise ADB Telnet, vous forwardez. Par contre, c'est un peu ingérable parce que c'est assez lent le Bluetooth LE. Donc quand vous voulez envoyer un APK toutes les 5 minutes qui fait, c'est pas 500K ou 1 méga, c'est quand même assez lourd. Donc moi, j'ai une tendance plutôt à travailler sur ma LG qui est branchée en USB directement avec l'ordinateur. Donc comme ça permet d'envoyer les APK directement via USB. D'accord. Il n'y a plus d'autres questions? Si, juste devant encore. Oui, alors oui, il y a toujours j'en parle même plus, l'émulateur, parce que c'est juste impossible à utiliser. Mais oui, il y a toujours l'émulateur, bien sûr. Ok, je vous remercie beaucoup.